Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Pour changer un petit peu du programme de SVT, aujourd'hui petite collaboration avec le Ouest France, le journal. Et d'ailleurs si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez que j'ai un petit truc sympa à vous proposer, gratuit, c'est promis. Aujourd'hui on va quand même parler science, vous allez me dire « Ouh, incroyable sur une chaîne YouTube de SVT ». Je sais. Mais en fait, j'ai envie de revenir sur un petit article qui est sorti dans l'Ouest France. Je sais pas si vous savez, mais le Ouest France, il a une rubrique qui s'appelle « Questions de science ». Et donc j'ai choisi un article qui parle de dinosaures, vous allez voir. Et on va essayer de revenir un petit peu là-dessus et de décrypter tout ça. Depuis quand est-ce qu'on sait qu'il y a eu des dinosaures sur la Terre? Avouez, c'est quand même une bonne question. Dans cet article, on nous dit « C'est le paléontologue anglais Richard Owen qui est le premier à les nommer et à les décrire en 1842. » Le mot dinosaure dérive du grec ancien, où déinos signifie terrible et sauros va signifier lézard ou reptile. Richard Owen a utilisé et créé ce terme pour regrouper différents reptiles préhistoriques qui possédaient des caractéristiques communes, mais qui avaient quand même des caractéristiques bien distinctes des autres groupes de reptiles. Du coup, il a créé ce terme pour vraiment regrouper tout ce qu'il appelait des dinosaures. Dans l'article, on nous dit aussi que, spécialiste des squelettes, il compare, donc Richard Owen compare, et il fait ce qu'on appelle de l'anatomie comparée. Avant, on parlait de lézards géants, voire d'éléphants, ou encore de sauriens-baleines. Et on nous dit aussi qu'un dinosaure est un reptile ancien avec des formes très variables, des petits, des géants, avec des membres verticaux à la façon des mammifères. Quand on parle de ces différents dinosaures, regardez, il y en a plein de différents. Mais on nous dit aussi, mais attention, les dinosaures ne sont pas comme les lézards, les tortues ou les crocodiles qui ont des membres semi-érigés sur les côtés. Les dinosaures, eux, ont des membres verticaux. Alors, qu'est-ce c'est quoi cette histoire de membres érigés, semi-érigés, verticaux, etc. Je vous explique. Donc tout d'abord, quand on parle de membres semi-érigés, ici dans ce contexte, on va probablement parler de membres qui vont s'étendre latéralement par rapport au corps de l'animal, comparé à d'autres animaux où au contraire les membres vont aller vers le bas. C'est le cas notamment des lézards, des tortues et des crocodiles. Les membres semi-érigés sont souvent adaptés à un mode de déplacement, à un mode de locomotion. C'est pour ça qu'ils ont les membres sur les côtés. Par exemple, les tortues vont utiliser leurs membres sur les côtés, semi-érigés donc pour nager. C'est le cas également des crocodiles qui vont l'utiliser pour soit nager dans l'eau, soit marcher sur terre. Et les lézards, c'est aussi pour courir très vite, vraiment au ras du sol. Donc cette adaptation anatomique est souvent liée donc au mode de vie et à l'environnement particulier de chaque groupe d'animaux. Les membres verticaux maintenant. C'est plutôt l'inverse. Les membres verticaux sont aussi appelés membres droits ou orthogrades. Ils sont orientés directement sous le corps de l'animal, vers le bas. C'est le cas notamment des oiseaux et de nombreux autres mammifères, comme l'homme par exemple. Cette disposition des membres permet généralement une marche plus efficace et elle est souvent associée à des animaux qui se tiennent debout ou qui évoluent vers une marche plutôt bipède, donc sur deux pieds, comme c'est le cas par exemple des dinosaures, mais aussi des êtres humains. Les membres verticaux sont particulièrement adaptés à la marche efficace sur un milieu terrestre. Ils peuvent bien supporter le poids de l'animal et donc l'animal va pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement sur deux pieds. Ils offrent également une meilleure stabilité lors de la marche ou de la course. Si on continue sur notre article, on nous dit dès 1842, les premiers dinosaures décrits comme tels sont des animaux gigantesques, invraisemblables. On les imagine même en dragons. Ce sont les, entre guillemets, sauriens terribles. Depuis, on en découvre des gros, des petits, un peu de toutes les formes et un peu partout sur la planète. Parmi les plus célèbres, il y a le Tyrannosaure rex, bien sûr, un gros carnivore bipède, et le Diplodocus, un immense herbivore quadrupède, un dinosaure plutôt tranquille. On peut donc décrire les dinosaures en tant que tels depuis l'invention du mot dinosaure en 1842, mais en vrai, la découverte des premiers fossiles de dinosaures date plutôt des années 1820-1830, donc au 19e siècle. Mais à l'époque, la signification de ces découvertes n'était pas tout à fait bien comprise. Donc c'est bien grâce à la découverte des fossiles qu'on sait qu'il y a eu des dinosaures sur la Terre. C'est donc depuis le 19e siècle qu'on sait qu'il y a eu des dinosaures sur Terre. Juste petit rappel, c'est quoi un fossile déjà? Mais si bien sûr que vous savez, c'est soit l'empreinte, soit le reste d'un animal qui a été conservé dans de la roche et qui s'est minéralisé. Ça peut être des os, comme on le connaît le plus souvent, mais ça peut aussi être des dents, des traces d'animal qui a marché sur du sable par exemple, ça peut être des empreintes de feuilles, parce que aussi il y a des fossiles de végétaux, sachez-le.
Le processus de fossilisation intervient au moment où l'animal va mourir et donc être conservé dans des conditions bien particulières. Au lieu de totalement se dégrader, il va être conservé dans de la roche. Je vous rappelle simplement les différents processus de fossilisation. On a tout d'abord la mort de l'animal, puis l'ensevelissement, ça veut dire que tout le corps de l'animal, ou toute l'empreinte, ou toutes les dents, ou tout le crâne, etc. vont être ensevelis sous du sable ou de la vase par exemple. Ça va les protéger d'une décomposition, le fait qu'il y ait de la boue, de la vase par-dessus. Ensuite, on a la minéralisation, ça veut dire que les minéraux contenus dans l'eau, contenus dans les différents tissus de l'animal, vont se minéraliser. Les différentes molécules organiques, donc vivantes qu'on va trouver à l'intérieur, vont en fait se transformer petit à petit en minéraux. Et pour finir, on a la formation de la roche, ça veut dire que les différentes couches de sable, de vase, etc., de sédiments qui vont se déposer sur le corps de l'animal vont être compactés au fur et à mesure du temps, parce que forcément plus il y a des trucs qui se posent dessus, plus il va y avoir une pression et une température importante. Et donc ça va former une roche, une vraie roche. C'est pour ça que les fossiles sont en fait des roches, mais en même temps des restes d'êtres vivants. Bref, je ferme la parenthèse, mais avouez que ce petit rappel n'était pas forcément inutile. Le premier dinosaure qui a été identifié officiellement, c'est le Megalosaurus, qui a été nommé comme ça en 1824 par William Buckland. Ensuite, au cours des décennies suivantes, on a découvert d'autres fossiles et donc ça a permis de poser les bases de la compréhension de ces dinosaures, d'où est-ce qu'ils viennent, ce que c'est un fossile, etc. Ça a été vraiment la base. Aujourd'hui, grâce à des décennies de découvertes et d'excavations, on a découvert des milliers de dinosaures différents. On sait que ces créatures ont dominé le monde, mais vraiment littéralement ont dominé le monde entre 252 et à peu près 65-66 millions d'années avant notre ère. C'est au moment où ils vont disparaître. Aujourd'hui, il y a 750 espèces de dinosaures qui ont été décrites, donc ça fait à peu près 27 familles différentes de dinosaures qu'on a pu décrire, vous vous rendez compte? Et les scientifiques qui travaillent là-dessus continuent d'en découvrir et ils travaillent comme des fous pour essayer d'en découvrir encore. Et je sais pas vous, moi je trouve ça passionnant. Et pour finir, et je vous l'ai promis en début de vidéo, j'avais un truc important à vous dire. Est-ce que vous savez que le journal Ouest France propose un abonnement gratuit à tous les jeunes entre 15 et 25 ans? Voilà de quoi s'intéresser d'autant plus aux sciences, mais aussi à l'actualité, parce que vous savez, c'est hyper important pour comprendre le monde qui nous entoure. En tout cas, je vous laisse aller voir sur leur site internet ouestfrance.fr et de vous abonner. Allez, j'espère que ça vous a plu. Bye bye.